Les jumeaux de cendre. Épisode 14, Palais ou Purgatoire. Histoire originale créée par Jérôme de Smet. Lyra franchit les immenses portes du palais, la tête basse. Flora la tenait fermement par le bras, sans jamais ralentir le pas. À mesure qu'elles avançaient, Lyra ne pouvait s'empêcher d'observer les lieux. L'intérieur du palais était encore plus impressionnant que sa façade. Tout semblait avoir été construit pour écraser ceux qui y entraient. Les colonnes de marbre blanc s'élevaient jusqu'à une voûte si haute qu'elle disparaissait presque dans l'obscurité. Les lustres de cristal renvoyaient des milliers de reflets dorés, tandis que les tapis rouges semblaient interminables. L'air lui-même paraissait différent. Une douce odeur de fleurs rares, mêlée à celle d'encens précieux et de parfums délicats, flottait dans chaque couloir. C'était magnifique. Peut-être même Un peu trop. Comme si toute cette richesse cherchait à masquer quelque chose de profondément malsain. Après avoir gravi un escalier monumental qui semblait ne jamais finir, elles débouchèrent dans un immense corridor. les pas résonnaient contre les murs de pierre polie. Malgré la peur qui lui nouait le ventre, Lyra observait tout. Les escaliers menant au rez-de-chaussée et au sous-sol étaient gardés exclusivement par des soldats de Tariq. Tous portaient le même uniforme austère des vertueux. En revanche, Le passage conduisant au deuxième étage était surveillé par des gardes de l'Empire. Leurs armures bleues acier tranchaient avec les robes noires des fanatiques. L'impératrice possède donc encore les étages supérieurs. cette pensée traversa rapidement l'esprit de Lyra. En dessous, Tariq, Au-dessus, l'Empire. Le palais semblait lui-même partagé entre deux pouvoirs. avance la crasse. Tu n'es pas en visite. Le ton sec de Flora la ramena aussitôt à la réalité. Au bout du couloir s'ouvrait une immense salle où des dizaines de prêtres, de scribes et de serviteurs couraient dans tous les sens. Des parchemins circulaient de main en main. Des religieux récitaient leurs prières. L'agitation était permanente. Pourtant, Flora bifurqua vers un petit couloir latéral, beaucoup plus calme. Après plusieurs minutes de marche, le grand prêtre Odys quitta les grands couloirs du palais et poussa une lourde porte en chêne noir. Entrez. Flora fit avancer Lyra dans une pièce bien plus modeste que tout ce qu'elle avait traversé jusqu'ici. Ici, aucun luxe ostentatoire. Les murs étaient nus. Quelques tapis de laine écrue couvraient le sol de pierre. Une grande table encombrée de parchemins occupait le centre de la salle. Une odeur d'encens flottait dans l'air, mêlée à celle de la cire chaude des nombreuses bougies. Pourtant, Le regard de Lyra fut immédiatement attiré par une statue. Elle reposait sur un socle de pierre noire. Haute d'à peine 1,20 m, elle représentait un homme à la beauté presque irréelle, grand, élancé. Son corps était parfaitement dessiné, sans la moindre exagération. Il portait une cuirasse richement gravée, des brassards ouvragés, une longue jupe de guerre composée de lames de cuir superposées. Une courte cape tombait derrière ses épaules. Dans sa main droite reposait une longue lance. dans sa main gauche. Une petite flamme sculptée semblait danser malgré l'immobilité de la pierre. Son visage était serein, Ni bienveillant, ni menaçant, simplement parfait. Ses yeux, taillés dans 2 pierres d'ambre, semblaient observer quiconque pénétrait dans la pièce. Devant cette statue se dressait une étrange plaque de pierre. Elle soutenait une surface argentée qui ondulait lentement. il ne s'agissait pas d'un miroir, plutôt D'une eau parfaitement verticale, aucun reflet ne s'y dessinait. Seulement cette matière liquide qui semblait vivante. Le grand prêtre s'approcha. Il posa un genou à terre devant la statue, puis inclina profondément la tête. Préparez-vous. Le diacre va nous recevoir. Lyra fronça les sourcils. À voix basse, elle demanda. Qui est le diacre Esnard? Flora répondit sans quitter le miroir des yeux. Le diacre est l'homme le plus proche de Tariq. On dit qu'aucun mortel n'a jamais entendu autant de paroles de notre Dieu. Tariq lui parle directement. Parfois, Il lui prête même son propre visage. elle désigna discrètement la statue. Cette statue ne représente pas Esnard, Elle représente Tariq. mais lorsqu'il transmet la volonté de notre Dieu. Le diacre prend cette apparence. Lyra sentit un frisson parcourir son dos. À cet instant, la surface liquide se mit à onduler. Les vagues devinrent de plus en plus rapides, Puis une silhouette apparut lentement. comme si un homme remontait des profondeurs d'un lac d'argent. Son visage, Était exactement celui de la statue. ses yeux semblaient traverser le miroir. Ils s'arrêtèrent immédiatement sur Lyra. Le silence dura plusieurs longues secondes. Puis, le diacre murmura. Approchez-la. Flora poussa doucement Lyra d'un pas. Esnard ne la quittait pas des yeux. Il ne semblait pas regarder son visage, mais quelque chose de bien plus profond. Oui,
La résonance est bien présente. Il inclina légèrement la tête. Je pense qu'il s'agit bien du premier réceptacle. Odile s'inclina davantage. En êtes-vous certain, votre sainteté? Le diacre ne répondit pas. Son regard se perdit soudain dans le vide, comme s'il observait quelqu'un derrière son interlocuteur. Ses lèvres bougèrent. Oui, je comprends. Non. Pas encore. Il resta silencieux plusieurs secondes, Puis il revint à lui. comme si cette étrange interruption n'avait jamais existé. Non, Je ne peux pas encore en être certain. seule la grande cathédrale me révélera la vérité. Il contempla de nouveau Lyra. Si elle est bien le premier réceptacle. Alors 1000 années d'attente toucheront enfin à leur terme. Odile prit la parole avec prudence. Votre sainteté. Si cette jeune femme est bien le premier réceptacle. Le diacre leva doucement une main. Il l'interrompit. Alors nous avons accompli. La moitié du chemin. Le grand prêtre fronça légèrement les sourcils. La moitié. La moitié. Esnard esquissa un sourire paisible. Tariq ne pourra jamais renaître dans un seul corps. Une puissance divine consumerait instantanément une enveloppe mortelle. Il marqua une pause. 2 réceptacles seront nécessaires. Le premier. Puis l'autre. Son regard se perdit une nouvelle fois dans le vide. Oui, Je sais. Nous le trouverons. Il acquiesça imperceptiblement, puis reprit. Le second réceptacle devra posséder une puissance comparable à celle du premier. La mana est le premier souffle de toute création. Elle donne naissance aux êtres, au monde, à la vie elle-même. Comment pourrait-elle faire renaître un dieu sans 2 sources capables de contenir une telle énergie? il fixa Odys. Les mages possédant une telle réserve de mana sont extraordinairement rares. Il n'en existe probablement que quelques-uns sur toute terre. Nous le trouverons. Parce que Tariq le désire. Le grand prêtre inclina respectueusement la tête. Et les autres souillés? Devons-nous malgré tout poursuivre les convois? Le diacre sourit, un sourire calme, presque paternel. Plus que jamais. Les convois doivent continuer. Tous, sans exception. Son regard s'éleva légèrement, comme s'il écoutait une voix lointaine. Oui, exactement. Il baissa doucement les yeux. Chaque souillé porte en lui une étincelle de mana, prise séparément. Elle est insignifiante, mais réunie. Des centaines, des milliers. Ces étincelles deviendront un brasier capable d'offrir à Tariq la puissance nécessaire à sa résurrection. Il regarda une dernière fois Lyra. Cette fois, Son regard n'avait rien de cruel. Il ressemblait presque à celui d'un homme contemplant un miracle. prenez soin d'elle. Si elle est bien le premier réceptacle. Son destin dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer. Le miroir recommença lentement à onduler. Le visage d'Esnard se dissipa peu à peu, puis la surface redevint parfaitement immobile, comme si personne ne s'y était jamais trouvé. Le silence retomba sur la pièce. Lyra comprit alors une chose pour la première fois depuis sa capture. Elle ne faisait plus face à des fanatiques. Elle venait de rencontrer les véritables architectes d'un projet qui dépassait de loin tout ce qu'elle avait imaginé. La disparition du diacre laissa un lourd silence dans la pièce. Odys referma doucement le voile qui protégeait le miroir liquide. Tueuse. Conduisez la prisonnière dans ses appartements. Je veux qu'elle soit reposée. Demain sera une longue journée. Bien, monseigneur. Flora saisit Lyra par le bras, cette fois sans brutalité. Mais sans douceur non plus. Les 2 femmes quittèrent la salle sacrée. Leurs appartements occupaient une petite aile du palais. Une vaste pièce faisait office de salle commune. Une cheminée y brûlait doucement. 2 chambres plus modestes donnaient sur ce salon. L'une pour Flora. L'autre pour Lyra. Avant de regagner leur chambre, Flora posa son épée contre un mur. Assieds-toi. Le repas ne tarda pas. 2 dévots apportèrent une soupe épaisse, un morceau de pain encore chaud et une cruche d'eau. Ils déposèrent les plateaux sans un mot avant de repartir. Le silence s'installa. Lyra mangeait lentement. Flora, elle, terminait son repas en quelques minutes, puis elle observa la jeune mage. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'allais t'empoisonner. Lyra releva les yeux. Tu fais partie de ceux qui m'ont enfermée. Je ne vois pas pourquoi je te ferais confiance. Flora haussa les épaules. Tu as raison. Ne me fais pas confiance. Je ne suis pas ton amie. Je suis chargé de te ramener vivante à la grande cathédrale, c'est tout.
Lyra reposa sa cuillère. Pourquoi moi? Flora soupira. Si je connaissais la réponse. Je dormirais sûrement mieux. Elle but une gorgée d'eau. Je ne sais qu'une chose, depuis que tu es apparu. Tout le palais est en ébullition. Le grand prêtre, le diacre, les templiers, les tueurs de mages. Tout le monde semble attendre quelque chose et ça ne me plaît pas. Lyra resta silencieuse. Flora se leva. Termine ton repas. Tu dormiras dans la chambre du fond. Si tu tentes de fuir, je te retrouverai. Elle marqua une courte pause. Et je n'aime pas courir. Un très léger sourire apparut sur le visage de Lyra. Flora leva les yeux au ciel. Ne t'habitue pas. La nuit était déjà bien avancée lorsque des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Quelqu'un frappa violemment à la porte. Flora ouvrit immédiatement. Un tueur de mages se tenait devant elle. Son visage habituellement impassible était fermé. Eris est mort. Flora fronça les sourcils. Comment ça? Mort? Tué dans l'arène. Les mots tombèrent comme une pierre, même si Flora connaissait à peine Eris. La nouvelle lui glaça le sang. Les tueurs de mages étaient l'élite de Tariq. Ils étaient peu nombreux. On ne les imaginait tout simplement pas mourir. Qui? Demanda-t-elle. Nous l'ignorons. Le grand prêtre rassemble tout le monde. Nous devons fouiller la ville. Flora acquiesça. Elle enfila rapidement sa cape. Avant de quitter la pièce, elle se tourna vers Lyra. Tu restes ici. Mais c'est rien. Le couloir est rempli de gardes. La porte se referma. Lyra demeura seule. Le silence. Un silence presque inquiétant. Quelques minutes passèrent. Puis la curiosité l'emporta. Elle entr'ouvrit doucement la porte. Le spectacle la découragea aussitôt. 4 templiers montaient la garde à l'entrée de l'aile. 2 tueurs de mages discutaient près de l'escalier. Plusieurs dévots traversaient le couloir dans un va-et-vient incessant. Impossible de faire un pas sans être repéré. Elle allait refermer la porte lorsqu'une voix attira son attention. L'impératrice venait d'arriver. Entourée de 2 gardes impériaux, elle faisait face au grand prêtre Odysse. Le ton était sec. Les hommes reviennent des quartiers nord. Ils m'ont rapporté des exécutions sommaires, des maisons fouillées, des habitants frappés, des familles emmenées sans explication. Je vous avais pourtant interdit ces méthodes. Odie demeurait parfaitement calme. Nos hommes recherchent les assassins du tueur de mages Eris. Nous avons de sérieuses raisons de croire qu'un groupe de souillés de mana se cache actuellement dans un triarche. Ils ont déjà commis plusieurs crimes. L'impératrice eut un petit rire. Un rire sans la moindre joie. Voilà qui est fascinant. Elle croisa les bras. Entendre les serviteurs de Tariq parler de crimes de guerre. Voilà une ironie que je n'avais encore jamais eu le plaisir d'entendre. Autour d'eux, personne n'osa respirer. Même les Templiers évitaient de lever les yeux. Odysse resta silencieux. L'impératrice se fixa encore quelques secondes. Puis, tourna les talons. Continuez vos recherches, grand prêtre. Mais souvenez-vous, Patriarche est encore la capitale. Elle s'éloigna. Ses gardes lui emboîtèrent le pas. Le calme revint peu à peu. Lyra referma doucement sa porte. Elle comprenait désormais une chose. Le palais était divisé d'un côté, L'Empire, de l'autre, Tariq. et entre les deux, Une guerre silencieuse venait de commencer. La journée du vendredi s'écoula dans une étrange agitation. Lyra resta presque entièrement enfermée dans sa chambre. Depuis le matin, elle entendait des portes s'ouvrir et se refermer. Des pas précipités traversaient les appartements et des voix s'élevaient dans les couloirs. Flora allait et venait sans cesse. Le grand prêtre Odysse apparaissait, disparaissait, revenait accompagné d'hommes de Tariq avant de repartir quelques minutes plus tard. La mort du tueur de mages Eris avait provoqué un véritable chaos à l'étage. Lyra comprit, en écoutant les conversations qui lui parvenaient à travers la porte, que plusieurs groupes avaient été envoyés dans Atriarche. Des templiers fouillaient certains quartiers. Des hommes interrogeaient les habitants. Et une équipe de recherche avait passé une partie de la nuit à retourner les rues de la capitale à la recherche des responsables. L'agitation était telle qu'à midi, personne ne pensa même à lui apporter à manger. Lyra s'en aperçut lorsque son ventre commença sérieusement à protester. Elle trouva presque la situation amusante. Pour une fois,
Elle était ravie d'être oubliée. Elle passa une grande partie de l'après-midi près de la fenêtre à regarder Atriarche vivre très loin en dessous d'elle. Elle se demandait où pouvaient être Kael, Flamme, Maman, Zéro. Et tous les autres, Elle espérait simplement qu'ils étaient loin d'ici. très loin. Lyra était pourtant loin d'imaginer l'ironie cruelle de cette pensée, car pendant qu'elle regardait la ville derrière les vitres du palais, Quelqu'un qu'elle connaissait se trouvait beaucoup plus près d'elle qu'elle ne pouvait l'imaginer. quelques étages plus bas, Dans les cachots, l'âme était là. capturée depuis la veille au soir. Et tandis que Lyra passait cette interminable journée à attendre que quelque chose se produise, son ami, lui, était entre les mains de l'inquisiteur Moldo, à quelques dizaines de mètres seulement l'un de l'autre. Lyra ignorait tout du supplice que l'âme était en train d'endurer. Et l'âme ignorait probablement que Lyra se trouvait dans le même palais que lui. Ils ne se retrouveraient que le lendemain soir, mais lorsqu'elle le reverrait, le l'âme qu'elle avait connu ne serait déjà plus tout à fait le même. Le samedi s'écoula avec une lenteur presque insupportable. Pour Lyra, le temps semblait avoir cessé d'exister. Le soleil montait, puis redescendait. Les ombres changeaient lentement de place sur le parquet, et pourtant, rien ne se produisait. Les heures défilaient dans un silence seulement interrompu par le bruit des bottes dans le couloir ou le claquement lointain d'une porte. À plusieurs reprises, Lyra s'approcha de la fenêtre. Le palais dominait une partie d'Atriarche. Elle apercevait les toits de la ville, quelques rues, des soldats en patrouille, et, tout au loin, la reine dont les gradins commençaient déjà à se remplir. En milieu de matinée, le grand prêtre Odys entra brièvement dans les appartements. Flora s'inclina aussitôt. Lyra demeura assise. Odys l'observa quelques secondes. J'imagine que tu te poses beaucoup de questions. Lyra ne répondit pas. Vous partez demain soir, n'est-ce pas? Le grand prêtre acquiesça. Oui, Demain, après la dernière cérémonie. Pourquoi attendre? Demanda Lyra. Pourquoi ne pas partir aujourd'hui? Le grand prêtre croisa les mains dans son dos. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Il promena son regard dans la pièce. Déplacer un dieu est une entreprise autrement plus complexe que déplacer une armée. Des centaines de prêtres, des reliques, des manuscrits sacrés. Les convois de souillés, les gardes, les provisions. Tout doit quitter Atriarche dans un ordre parfaitement précis. La moindre erreur compromettrait plusieurs années de préparation. Il regarda de nouveau Lyra. Demain soir, tout sera enfin prêt. Sans ajouter un mot, il quitta la pièce. Lyra sentit son cœur se serrer. Demain soir, il ne restait plus qu'une journée. Le repas de midi fut apporté comme la veille. Une soupe de légumes, du pain, quelques morceaux de viande. Flora mangeait rapidement, le regard perdu dans ses pensées. Elle semblait réellement contrariée. Lyra finit par rompre le silence. Tu n'as pas l'air bien. Flora leva les yeux. Je réfléchis. Elle poussa son bol. Nous n'avons toujours pas retrouvé les responsables de la mort d'Eris. Le grand prêtre est furieux. Elle soupira. Ce qui m'agace, c'est que je suis persuadée de les avoir déjà vus. Lyra releva discrètement la tête. Où? Devant le palais. Il y a quelques jours. Ils observaient les alentours, je les ai poursuivis. Ils connaissaient parfaitement la ville, ils m'ont échappé. Elle serra les dents. Ça ne me ressemble pas. Lyra resta parfaitement immobile. Son cœur battait un peu plus vite. Kael, Zéro, Mur. Flora poursuivit. Le grand prêtre pense qu'ils sont encore cachés quelque part dans Atriarche. Elle esquissa un sourire amer. Avec un peu de chance, nous leur tomberons dessus avant qu'ils ne recommencent. Lyra baissa aussitôt les yeux sur son assiette pour masquer son émotion. L'après-midi fut encore plus interminable. Flora s'absentait régulièrement.
Des dévots entraient et sortaient sans cesse des appartements. On apportait des documents, on repartait avec d'autres. Des messagers traversaient les couloirs en courant. Le palais entier semblait préparer quelque chose. Pourtant, personne ne donnait la moindre explication. Le temps s'étirait. Chaque heure semblait durer une journée entière. Lorsque le soleil disparut derrière les toits d'Atriarche, une pluie fine recommença à tomber. Les flammes de la cheminée éclairaient faiblement les appartements. Lyra était assise sur son lit, les mains croisées, le regard perdu dans le feu. Au loin, les premiers rugissements de la foule montaient jusqu'au palais. Le silence qui régnait dans les appartements fut soudain brisé par le bruit d'une porte que l'on ouvrait. Lyra sursauta. Elle reconnut aussitôt les voix de Flora et du grand prêtre Odys qui revenaient du couloir, à sa propre surprise. Elle ressentit un léger soulagement. Le silence lui était devenu plus effrayant que leur conversation. Elle quitta sa chambre et rejoignit discrètement le salon. Flora et Odys discutaient à voix basse. Nous devons absolument retrouver les responsables de la mort d'Eris avant notre départ de demain soir, disait le grand prêtre. Tant que ces dissidents courront dans Atriarche, aucun de nous ne pourra quitter la ville l'esprit tranquille. Flora acquiesça. Nous avons fouillé une bonne partie des quartiers nord, nos miracles de détection de mana font chou blanc. Continuez les recherches, répondit Odys. Je refuse que ces assassins restent impunis. À cet instant, de lourds pas résonnèrent dans le couloir, ils étaient lents. Assurés. Chaque pas semblait faire vibrer le plancher. Lyra tendit instinctivement l'oreille. Derrière la porte, elle entendit très distinctement la voix d'un des Templiers qui montait la garde. Que Tariq soit avec vous, inquisiteur Moldo. Une voix grave lui répondit aussitôt. Merci, que Tariq veille également sur vous, Templier d'Eline. Un court silence suivit. Puis Moldo demanda d'un ton parfaitement calme. La tueuse de mage Flora se trouve-t-elle dans les appartements? Oui, inquisiteur. Elle s'entretient actuellement avec le grand prêtre Odys. Parfait. Merci. Lyra sentit son estomac se nouer. Une inquiétude inexplicable s'empara d'elle. Quelques secondes plus tard, La poignée s'abaissa lentement. La porte s'ouvrit. Un homme gigantesque franchit le seuil. Son regard était froid. Son visage ne laissait paraître aucune émotion dans sa main. une laisse. Au bout de cette laisse, un homme avançait difficilement, le bras droit maintenu dans une écharpe, le visage couvert d'hématomes, les lèvres fendues. Chaque pas semblait lui coûter un effort immense, il boitait, et lorsqu'il ralentissait, la laisse se tendait brutalement. Lyra sentit son souffle se couper. L'âme, pendant un instant, elle fut incapable de bouger. Son ami, celui qui, quelques heures plus tôt encore, devait être libre quelque part dans Atriarche, n'était plus qu'une ombre. L'âme, lui, ne semblait même plus conscient de l'endroit où il se trouvait. Ses yeux traversaient la pièce sans réellement voir, comme si son esprit était resté prisonnier ailleurs. Le géant s'arrêta devant Flora. C'est justement vous que je cherchais. Flora s'inclina légèrement. Moi, inquisiteur Moldo? Que puis-je faire pour vous? Moldo leva distraitement la laisse. Je dois me rendre à l'arène, et je ne peux malheureusement pas emmener mon animal de compagnie. Il baissa les yeux vers l'âme. Voyez-vous? Il supporte très mal la violence. J'aimerais que vous le gardiez quelques heures. Je vais simplement convertir un pauvre bougre dans le sable et le sang. Flora s'apprêtait à répondre. Cela tombe mal, voyez-vous, mais Moldo la coupa aussitôt. Merveilleux. Je savais que je pouvais compter sur vous. Le grand prêtre Odys leva les yeux au ciel. Inquisiteur Moldo. Nous ne sommes pas vos gardes-chiours, mais par Tariq. Pourquoi vous êtes-vous inscrit à ce maudit tournoi? Ce n'est absolument pas dans vos habitudes. Moldo répondit avec son calme habituel. Monseigneur. Veuillez m'excuser, mais je tiens énormément à cette petite vermine. Il secoua doucement la laisse. Vous pourriez toujours l'accrocher à un clou? Il ne vous dérangerait pas. Il est doux comme un pélore. Puis il reprit, comme si la conversation était parfaitement banale. Quant au tournoi, Je n'avais nullement l'intention d'y participer. Mais lorsque j'ai appris que le peuple, les soldats de l'Empire, des dignitaires d'Orvandir, des guerriers de Néroaste, et surtout, H, la sœur de Caliste, y prendrait part. je me suis dit qu'il fallait bien qu'un représentant digne de Tariq s'y présente. J'avais pensé au Templier Fergus, malheureusement. Il a décliné mon invitation. Selon lui, cette compétition n'était pas une manière convenable d'honorer notre Dieu. Odie croisa les bras. Et maintenant,
Si vous remportez votre combat de ce soir, vous affronterez H en finale. Moldo esquissa un sourire paisible. Oui, si je gagne. Et si elle gagne également, alors je me verrai dans l'obligation d'affronter la mort en personne. Il haussa doucement les épaules. Chaque décision entraîne ses conséquences. J'assumerai les miennes. Le grand prêtre acquiesça lentement. Très bien. Que Tariq vous accompagne. Moldo s'inclina. Merci, monseigneur. Puis il ajouta avec un sourire presque attendri. Et n'oubliez pas de nourrir ma moisissure avant mon retour. Il tapota affectueusement la tête de l'âme comme on flatterait un vieux chien fidèle. Puis il lâcha la laisse. L'âme passa lentement devant Lyra, à quelques centimètres seulement. La jeune femme ne put retenir ses larmes. Elle se précipita contre lui. Ses bras l'entourèrent avec une force désespérée. L'âme. Le jeune homme ne réagit presque pas. Il baissa simplement les yeux vers elle. Pendant une fraction de seconde, une lueur sembla traverser son regard comme un souvenir qui remontait à la surface. Puis elle disparut. Moldo s'était retourné. Il observait la scène avec un étrange sourire. Comme si cette marque d'affection l'amusait profondément. Que fais-tu, souillé? La voix de Flora claqua aussitôt. Lâche-le. Ou je te casse le bras. Elle saisit Lyra par l'épaule et la tira brusquement en arrière. Cette dernière ne résista pas. Ses yeux restaient fixés sur l'âme. Le jeune homme, lui, avait déjà replongé dans son silence. Il semblait avoir oublié jusqu'à l'existence de Lyra. Le grand prêtre observa quelques instants les deux prisonniers. Puis il se tourna vers Flora. Bien. Vous avez désormais la responsabilité de 2 créatures. Lorsque l'inquisiteur Moldo sera de retour de l'arène, vous reprendrez immédiatement les patrouilles dans la ville. Il me semble qu'il vous reste encore plusieurs quartiers à fouiller. Flora inclina respectueusement la tête. Oui, monseigneur. Vous pouvez compter sur moi. Odys acquiesça avant de quitter les appartements suivi des dévots qui l'accompagnaient. Le silence retomba presque aussitôt. Flora s'approcha de l'âme. Viens. Assieds-toi ici. Elle désigna un large fauteuil installé près de la cheminée. Mais l'âme ne sembla même pas comprendre ce qu'elle lui demandait. Il se laissa glisser contre le mur au pied de l'âtre. Son index se posa sur les moulures de pierre de la cheminée. Il les suivit lentement. Encore. Et encore. Comme si elle dessinait un chemin que lui seul pouvait voir, ses lèvres remuaient. Il murmurait quelques mots, Toujours les mêmes. si bas, qu'il était impossible de les comprendre. Flora l'observa quelques secondes. Même elle, qui avait pourtant vu les pires horreurs, sentit un léger malaise. Puis elle reporta son attention sur Lyra. Tu peux retourner dans ta chambre. Lyra secoua immédiatement la tête. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi rester avec lui. Je vous promets que je le surveillerai pour vous. Flora hésita. Son regard passa de Lyra à l'âme, puis elle poussa un discret soupir. Très bien, Reste, mais au moindre problème. je vous sépare immédiatement. Lyra acquiesça sans quitter l'âme des yeux. Elle vint s'asseoir doucement à côté de lui, sans un mot, Simplement. pour qu'il ne soit plus seul. Lyra ne parvenait pas à détacher ses yeux de l'âme. Elle revoyait sans cesse son sourire, ses plaisanteries, son enthousiasme à chaque lever de soleil. Comment un homme qui n'était que joie de vivre pouvait-il être devenu cette ombre assise contre un mur? Elle tourna lentement la tête vers Flora. Sa voix tremblait. Comment peut-on briser un homme aussi rapidement? Flora suivit son regard. Elle resta silencieuse quelques secondes. Moldo est, de très loin, le meilleur inquisiteur de Tariq. Ce n'est pas pour rien. Elle inspira profondément. Je pense sincèrement qu'il vaut mieux mourir que devenir son invité. Elle baissa les yeux. J'ai vu un homme se jeter du haut d'une tour après seulement 1h30 passée avec lui. Son regard revint sur l'âme. Alors si ton ami a tenu 24, peut-être 48 heures. Je le trouve presque en forme. Lyra sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle allait répondre lorsque la porte s'ouvrit. 3 dévots entrèrent. Chacun portait un plateau. Le premier le déposa devant Flora, le second devant Lyra. Le troisième posa délicatement le sien au sol près de l'âme. Puis tous repartirent sans prononcer un seul mot. Lyra regarda Flora. Je peux lui donner à manger? Flora leva les yeux au ciel. Vas-y, fais la sainte comme d'habitude. Pourtant, son ton ne correspondait pas à son regard. Depuis l'arrivée de l'âme, ses yeux revenaient sans cesse vers lui. Discrètement.
Comme si elle espérait vérifier qu'il respirait encore, Lyra s'agenouilla devant son amie. Elle prit doucement le bol. Tiens. Très lentement, elle approcha la cuillère de ses lèvres. L'âme ouvrit la bouche presque machinalement, comme un très jeune enfant, ou comme un vieillard qui aurait oublié comment vivre seul. Le repas se déroula dans un silence presque irréel. Seules les cuillères heurtaient parfois les bols. L'âme gardait les yeux perdus très loin, Quelque part. là où personne ne pouvait le rejoindre. Lorsque le dernier morceau fut avalé, il leva enfin les yeux vers Lyra. Pendant quelques secondes, ils restèrent simplement à se regarder. Lyra sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne dit rien, l'âme non plus. Puis, très lentement, un sourire apparut sur le visage meurtri du jeune homme. Un sourire si fragile qu'il semblait pouvoir disparaître au moindre souffle. Lyra répondit par un sourire tout aussi timide. Elle posa doucement une main sur sa joue. Son pouce caressa lentement sa peau. Comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. L'âme ferma les yeux. Il inclina imperceptiblement la tête contre cette main. Il ne parlait plus, mais ce simple geste disait tout. Merci. Lyra sentit son cœur se briser. Elle aurait voulu rester ainsi, Encore un peu. juste quelques instants. De longues heures passèrent. Personne ne parla. Moldo entra. Il était couvert de sang, pas le sien. Son regard parcourut lentement la pièce. Flora, Lyra. puis l'âme. Alors, Il a été sage, très. répondit Flora. Lyra fixa l'inquisiteur avec une haine qu'elle ne cherchait même plus à cacher. Moldo sourit. Ainsi. Tu es proche de mon petit cancrelat. Aucune réponse. Il s'approcha. Excuse-moi. Tu ne m'as peut-être pas entendu, je demandais. Tu es proche de mon petit cancrelat. La gifle partit sans prévenir. Lyra vacilla. Le monde sembla tourner autour d'elle. Elle porta une main à sa joue. Oui, Sa réponse fut immédiatement interrompue. Inquisiteur Moldo. s'écria Flora. Vous ne pouvez pas frapper cette prisonnière. Le diacre Esnar veut cette Manafira en parfait état. Moldo éclata d'un petit rire. Tais-toi. Tu es une tueuse de mages. Sa nourrice. Il saisit Lyra au col, la souleva presque sans effort et la plaqua contre le mur. D'où viens-tu? Qui sont tes parents? D'où te vient une telle puissance? Parle, ou je lui fais perdre son autre bras. Flora fit un pas. Je vais prévenir le grand prêtre. Moldo tourna lentement la tête, il leva une main. Obtuperma. Une lumière dorée traversa la pièce. Elle frappa Flora en pleine poitrine instantanément. Son corps se figea. Flora demeurait immobile. Le miracle de Moldo l'avait figée sur place. Ses bras, ses jambes, son souffle lui-même semblait plus lourd. Seuls ses yeux pouvaient encore bouger. Elle vit l'inquisiteur s'approcher lentement de Lyra. Son visage affichait toujours cette expression paisible qui lui donnait l'air d'un homme bienveillant. C'était précisément ce qui le rendait si terrifiant. Il ne criait jamais, il ne semblait jamais en colère. Pour lui, C'est la routine? il s'arrêta à quelques centimètres du visage de Lyra. C'est vraiment dommage. Sa voix était presque douce. Tu aurais fait une magnifique chienne. Rien qu'à moi. Lyra soutint son regard sans répondre, elle tremblait, mais elle refusait de détourner les yeux. Moldo esquissa un sourire, puis il leva lentement une main. Flora sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce sourire. Elle savait ce qui allait suivre. Instinctivement, elle voulut fermer les yeux. Impossible. Le miracle la forçait à regarder. À tout regarder. Sans pouvoir détourner le regard, les minutes s'écoulèrent dans la pièce. Seule la voix calme de Moldo résonnait. Il parlait doucement, comme un professeur expliquant une leçon. Par moments, Le silence revenait, puis un souffle étouffé. une respiration difficile. Flora fixait obstinément une tache de sang qui s'étalait lentement sur la robe blanche de Lyra. Elle refusait de regarder l'horreur qui se déroulait à moins de 5 mètres d'elle. Son esprit s'accrochait désespérément à ce minuscule détail. Cette tache, Elle grandissait, lentement, elle dessinait d'étranges arabesques sur le tissu immaculé. Il n'y aura jamais assez de cette robe pour absorber tout ce sang. Cette pensée surgit dans son esprit sans qu'elle sache pourquoi. Elle continua de fixer cette tache, tout, plutôt que de regarder ce qui se passait à côté. Et de nouveau cette voix, incroyablement calme. Flora sentit une sueur froide glisser dans son dos. Elle avait participé à des dizaines de chasses sauvages. Elle avait vu des villages brûler, des hommes mourir, des créatures déchiqueter leurs victimes. jamais. Jamais elle n'avait ressenti une telle nausée. À quelques mètres d'elle, l'âme observait la scène. Toujours assis contre le mur, son regard semblait perdu dans un autre monde. Puis, très lentement, Une larme roula sur sa joue. une seule,
comme si, au fond des ténèbres dans lesquelles son esprit s'était enfermé, une toute petite partie de lui existait encore, assez vivante. pour souffrir avec Lyra. Cette unique larme fit plus vaciller Flora que tout le reste. Quelque chose se brisait en elle. Depuis des années, on lui avait appris que les mages étaient des monstres, que la souffrance était un outil, qu'elle rapprochait les âmes de Tariq, Mais ce qu'elle voyait aujourd'hui, n'avait plus rien d'une mission sacrée. Ce n'était plus un interrogatoire. ce n'était même plus de la cruauté. C'était un homme qui prenait plaisir à détruire un autre être humain, Et elle, mais pouvait rien faire. rien. Les secondes devenaient des heures. Puis, bang! La porte s'ouvrit brusquement. Moldo s'interrompit aussitôt. Le grand prêtre 10 venait d'entrer. Son regard balayeur rapidement la pièce. Flora, toujours figée, Nam, recroquevillée contre son mur. Puis Lyra, enfin, Moldo. Le visage du grand prêtre se durcit. Il n'était visiblement pas satisfait de ce qu'il découvrait. inquisiteur Moldan. Sa voix était froide. Je crois vous avoir demandé de conserver cette prisonnière en parfait état. Un lourd silence s'installa. Moldo inclina légèrement la tête, comme s'il venait seulement de réaliser qu'il avait été surpris. Monseigneur, Un tueur de mages a été tué. Odie s'approcha de lui, ses yeux ne quittaient pas Lyra. vos enquêtes. Ne doivent jamais compromettre les plans du diacre Esnar. Cette femme est indispensable, vous le savez. Moldo conserva son sourire. Naturellement, Je n'avais pas l'intention de l'abîmer. Le grand prêtre resta quelques secondes à le fixer. Puis il déclara d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. c'est terminé pour aujourd'hui. Le miracle disparut instantanément. Flora retrouva enfin le contrôle de son corps. Ses jambes cédèrent presque sous elle. Elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Elle respirait difficilement. Elle évitait le regard de Lyra, Non parce qu'elle la méprisait, mais parce qu'elle avait honte. Moldo remit tranquillement sa manche en place, comme un artisan satisfait de son ouvrage, puis il adressa un léger sourire au grand prêtre. bien entendu, monseigneur. Comme il vous plaira. Moldo s'avança vers l'âme pour récupérer la laisse. Viens, Mais une voix ferme l'arrêta. inquisiteur Moldo, Le grand prêtre Odys le fixait sans ciller. en punition de votre insubordination, Je vous confisque votre jouet. Vous ne vous approcherez plus d'aucune de ces deux créatures sans mon autorisation. Le sourire de Moldo disparut. mais Odys leva simplement une main. Un geste, pas un mot de plus. L'inquisiteur comprit que la discussion était terminée. Dans un accès de colère contenu, il frappa violemment le mur de pierre du poing. Un bruit sourd résonna dans toute la pièce. Il se dirigea vers la porte. puis s'arrêta. Sans se retourner, il déclara d'une voix étonnamment calme. Mon excès de zèle m'a tout de même appris une chose. Il tourna légèrement la tête. Un groupe de dissidents se cache actuellement dans Atriarche. Ils complotent contre nous. Si vous les laissez agir, vous le regretterez. Odie demeura impassible. Merci pour ces informations, Moldo. À présent, Regagnez vos quartiers et profitez de cette nuit pour méditer sur votre désobéissance. Sa voix devint plus grave. n'oubliez jamais les paroles de Tariq. Nous ne demandons pas l'obéissance, nous la prenons. Cette fois, l'homme quitta définitivement la pièce. La porte claqua derrière lui. Le silence revint. Le grand prêtre prit quelques instants pour observer la chambre. Son regard s'arrêta d'abord sur Flora. Comment allez-vous? Flora inspira profondément. Elle sentait encore ses jambes trembler. Pourtant, son visage resta parfaitement impassible. Je vais bien, monseigneur. Elle mentait, avec un calme presque parfait. Odie semble la croire. Allez immédiatement me chercher le tueur de mages Yoliarque, ainsi que le templier d'Oriane. Flora s'inclina puis quitta rapidement la chambre. Le grand prêtre se tourna ensuite vers l'âme. Le jeune homme était recroquevillé dans un coin, le regard vide. Odie désigna l'un des dévots. Couchez cette pauvre chose et veillez sur lui jusqu'au retour de la tueuse de mages. Bien, monseigneur. Le dévot s'approcha doucement de l'âme, avec une patience inattendue. Il l'aida à s'allonger sur le lit. L'âme ne résista pas. Il se laissa guider comme un enfant trop épuisé pour comprendre ce qui se passait autour de lui. Enfin, le regard du grand prêtre s'arrêta enfin sur Lyra. Elle gisait inconsciente au milieu d'une mare de sang. Son souffle était faible mais régulier. Son cou
portait déjà les profondes marques violacées des doigts de Moldo. Ses bras et ses épaules étaient couverts d'ecchymoses, à ce qui retint véritablement l'attention d'Odie. Ce fut son visage. Une longue entaille partait de la commissure gauche de sa bouche et remontait jusqu'au milieu de sa joue. Le sang s'en échappait encore lentement, même si le meilleur chirurgien de l'Empire refermait cette plaie. Il était déjà évident qu'aucun homme ne pourrait lui rendre son ancien visage. Cette cicatrice l'accompagnerait jusqu'à la fin de ses jours. Comme la signature laissée par Moldo sur l'une de ses victimes.